Bienvenue pour un nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. À la une de l'actualité africaine de ce dimanche 29 mai, l'ONU redoute la mort de 700 migrants, dont une quarantaine d'enfants cette semaine. Selon des témoignages de rescapés, bien 3 embarcations parties de Libye pour l'Italie auraient fait naufrage en mer Méditerranée. En Côte d'Ivoire, la dépigmentation de la peau continue de faire des ravages. Pourtant, il y a un an, le gouvernement a durci la réglementation en ce qui concerne les crèmes blanchissantes. Mais sur les marchés, on trouve toujours des onguents dépigmentants fabriqués de manière artisanale. Et puis comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur l'écosystème des startups. Que faut-il pour favoriser le développement des jeunes entreprises? Notre invité Basseli Yorobi, jeune entrepreneur ivoirien, va nous aider à y voir plus clair. Avant de développer ces titres, on part en Centrafrique où de faux billets provoquent une véritable psychose. Entreprises, commerçants, consommateurs, personne n'est à l'abri. Dans le quartier de PK5, les habitants dénoncent cette situation qui menace une économie centrafricaine déjà moribonde. Ilham Taoufiki. Au PK5, après plus de 2 ans d'arrêt total, les affaires ont repris. Les magasins regorgent de produits et les clients reviennent dans le quartier commerçant. Mais les vendeurs sont sur leur garde. Depuis quelque temps, de faux billets pullulent dans la capitale. Dans ces derniers temps, vraiment, c'est un constat que c'est tous les commerçants qui se plaignent par rapport à la situation du faux billet au niveau du commerce. D'où viennent ces billets? Personne n'est en mesure de le dire. Le procureur affirme qu'une enquête est en cours. En attendant, les commerçants du PK5 s'organisent. Certains se sont dotés de détecteurs de faux billets, d'autres les repèrent à l'œil nu. Au milieu de ce papier couleur blanche là, il n'y a pas l'étiquette de BAC. Or, dans le vrai billet, tu peux observer ça. Même si tu n'as pas de détecteur, mais en tant que connaisseur, tu prends le billet comme ça, c'est un peu souple. La circulation de ces faux billets de banque est une réelle menace pour l'économie centrafricaine qui peine à redémarrer après près de 4 années de crise. Ce nouveau drame de l'immigration et ce chiffre qui fait froid dans le dos, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, ce serait plus de 700 migrants, dont une quarantaine d'enfants qui sont morts cette semaine en Méditerranée. D'après l'ONU et des témoignages de survivants, 3 embarcations parties de Sabratha en Libye qui tentaient de gagner l'Italie ont fait naufrage. On écoute un responsable du HCR. La marine italienne fait un travail fantastique. Ils ont sauvé 13 000 personnes cette semaine. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs incidents et les personnes sont mortes. Lors de 3 naufrages différents, nous estimons que 700 personnes sont mortes ou portées disparues. Que se passe-t-il au nord du Mali? Depuis un mois, les attaques contre l'armée et les casques bleus sont en recrudescence. Vendredi, 5 militaires maliens mouraient dans une embuscade dans la région de Gao. Aujourd'hui, ce sont 4 casques bleus, 4 Togolais de la MINUSMA qui ont été tués à Mopti dans le centre du pays. Alors avec nous depuis Bamako, Sébastien Rieussec. Sébastien, ce mois de mai a été particulièrement meurtrier. Comment expliquer qu'il y ait autant d'attaques ces dernières semaines? Eh bien, effectivement, en effet, cette attaque survient seulement 2 jours après une embuscade qui a coûté la vie à 5 soldats maliens dans le nord du pays et une dizaine de jours seulement après l'attaque revendiquée par le groupe Ansardine, où 5 casques bleus tchadiens avaient trouvé la mort. À chaque fois, c'est le même procédé. Un engin explosif est déclenché au passage du convoi, qui est ensuite pris pour cible par les terroristes. Cette recrudescence de la violence dans le pays peut notamment s'expliquer par le retard pris dans l'application de l'accord de paix d'Alger, signé l'an dernier. En effet, tant que le cantonnement des groupes signataires n'est pas effectif, les armes continuent à circuler et cela laisse la place à une certaine confusion sur le terrain. Il faut noter quand même que c'est la première fois que les casques bleus sont visés dans cette partie centrale du pays, qui a récemment été le théâtre de violences intercommunautaires et où sévit depuis 2015 le Front de libération du Massina, allié d'Ansardine. Merci beaucoup Sébastien Rieussec. Je rappelle que vous étiez en direct pour nous depuis Bamako.
Une fois encore, Yahya Jammeh fait parler de lui dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Eh bien, le président gambien s'est dit fier d'être qualifié de dictateur par les Occidentaux. Lui se considère, je le cite, comme un dictateur du développement. Yahya Jammeh, qui était interrogé aussi sur la mort d'un de ses opposants en prison, répond que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et Amnesty International, qui ont demandé une enquête, peuvent aller en enfer. Pour le président gambien, des gens qui meurent en détention ou pendant un interrogatoire, eh bien c'est tout simplement très commun. Fin de citation. En Côte d'Ivoire, le blanchiment de la peau continue de faire des ravages et pourtant depuis un an, le gouvernement a interdit les produits de dépigmentation contenant du mercure, des corticoïdes, de la vitamine A et plus de 2% d'hydroquinone. Oui, mais voilà, sur les marchés, on trouve encore des crèmes blanchissantes fabriquées de manière artisanale. Ces onguents peuvent détruire la peau et provoquer des cancers. Reportage d'Angère Magnani et de Landry Flan. Ça, c'est la crème de nuit pour le visage, uniquement pour le visage. Au marché de Bellevilla à Abidjan, Diane Larose fabrique et vend des savons, des pommades, des laits corporels et des lotions. Ce savon, c'est moi, mais je le compose. Il est fait à base de plusieurs savons. Goma, que je prends, je paye sur le marché. Je mélange et puis je mets d'autres trucs éclaircissants, mais qui n'agressent pas la peau. Ne lui parlez surtout pas de dosage de ces produits. Elle cultive l'art d'une pratique instinctive et ça marche plutôt bien. Elle a même des clientes en Europe, alors Diane Larose fait aussi du conseil. Quand tu viens, je te dis, je regarde la peau, je te dis, non, madame, il te faut un soin de corps d'abord, un gommage complet avant d'utiliser la pommade ou bien le savon. Le dermatologue ivoirien Mamadou Kaloga est très inquiet de l'ampleur que prend cet autre problème de santé publique qu'est la dépigmentation. S'il s'agit par exemple d'une complication... S'éclaircir la peau à tout prix multiplie aujourd'hui chez les femmes les risques de graves maladies cutanées comme le cancer. En général, sur 5 femmes qui viennent consulter en dermatologie, 2 ou 3 de ces femmes viennent soit parce qu'elles se sont adonnées à la pratique de dépigmentation et elles ont des complications, ou bien parce qu'elles veulent pratiquer la dépigmentation. Une femme sur 4 ici s'éclaircit la peau. Malgré le durcissement de la réglementation sur ces produits, l'État peine à faire respecter la loi. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas enregistrés, qui sont sur le marché. Et il n'y a pas suffisamment de personnel d'inspection, il n'y a pas suffisamment de ressources matérielles, logistiques et humaines pour effectuer les inspections sur le terrain et puis tirer les conclusions qui s'imposent. Malgré les efforts de sensibilisation, un triste constat s'impose. La dépigmentation a encore de beaux jours devant elle. En République démocratique du Congo, ce désastre écologique, l'exploitation des mines de plomb et de cuivre a totalement pollué la rivière Katapula dans la province du Katanga. Un drame, bien sûr, pour les habitants de la région lors de Matus. Kipushi s'est construite autour de l'activité minière. Dès l'époque coloniale, on y exploite le cuivre, le plomb, le zinc, des ressources qui font vivre ici des familles depuis des générations, mais dont l'extraction détruit aussi les écosystèmes de tout le Katanga. Ce professeur à l'université de Lubumbashi travaille sur les conséquences de la pollution due aux mines en termes de santé publique. Nous avons constaté que les gens qui vivent tout près des activités minières industrielles, principalement ceux qui sont situés à moins de 3 km, sont les plus concernés. Ils ont des concentrations très élevées de métaux toxiques dans leur organisme. À l'hôpital, les cas de malformations congénitales sur les bébés sont aussi toujours plus nombreux. Des produits toxiques utilisés pour l'extraction minière polluent les eaux comme celle de la rivière Katapula qui ne contient plus aucun poisson. Ils empoisonnent aussi les sols. Les déchets générés par les mines, eux, sont déversés sur cette vaste étendue de terre. La poussière ici où il y a des acides pénètre dans les cuisines et dérange et abîme aussi les nourritures. Et ça donne des maladies. Nous sommes en train de reboiser tout autour pour pouvoir contenir ces rejets là-bas. Sinon, avec Kiko, nous sommes en train de voir comment il faut non pas faire disparaître cela, mais comment il faut les canaliser pour que la vie reprenne comme d'antan. C'est la société Kiko qui exploite les sous-sols de Kipushi.
Une société née du partenariat entre un groupe canadien et la Gécamine, la compagnie minière congolaise. La Gécamine a déjà été condamnée pour ses activités polluantes au paiement de quelques milliers de dollars de dommages et intérêts pour les victimes. Des images très spectaculaires à présent à Alger. C'est carrément la marina qui a pris feu. 12 bateaux de plaisance et de pêche ont été détruits par les flammes. Les enquêteurs penchent a priori pour un incendie criminel. 2 ans après la mort de Nelson Mandela, le testament du prix Nobel de la paix a été exécuté. Le chauffeur de Nelson Mandela, sa secrétaire personnelle et plusieurs écoles chères au cœur de l'ancien président sud-africain figurent parmi les bénéficiaires de son héritage. Le récit à Dylan Taufiki. Ils se sont succédés un à un pour récupérer leur part d'héritage. La secrétaire personnelle de Mandela, son chauffeur qui l'a accompagné dans tous ses déplacements de sa libération en 90 à sa mort en 2013. Des membres de sa famille, mais aussi des écoles et les universités que Madiba a fréquentées. En tout, 40 légataires se sont partagés 22 millions de rands, soit un peu plus de 1 200 000 euros. Nous sommes ici pour faire savoir que nous avons accompli ses dernières volontés. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que le testament peut être exécuté. Pas l'intégralité toutefois. Certains biens immobiliers, comme la maison natale de Nelson Mandela à Kounou, n'ont pas encore été attribués. Ami de longue date et compagnon de lutte de l'ex-président sud-africain, Georges Bizos, qui a géré la redistribution des biens du défunt, a sa petite idée sur la question. En tant qu'exécuteur testamentaire et ami, nous désirons que la maison de Johannesburg, les bureaux de Mandela et de Tambo, mais aussi Kounou, deviennent des lieux publics d'hommage à Nelson Mandela. Pas sûr que Winnie Mandela soit de cet avis. L'ex-épouse du leader anti-apartheid revendique la propriété de Kounou dans la province du Cap-Oriental. La maison fait toujours l'objet d'une âpre bataille judiciaire. Comme chaque dimanche, l'Afrique en marche. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur ivoirien, Basseli Yorebi. Vous êtes le fondateur de la start-up Social Spot. Vous êtes aussi le créateur de ConnectX. C'est en fait un événement qui vise à réunir chaque semaine à Paris les jeunes entrepreneurs afin qu'ils parlent de leurs jeunes entreprises, notamment les entreprises africaines, mais aussi de leurs difficultés. Tout à fait. En tout cas, le ConnectX, en une phrase, c'est en fait aujourd'hui une communauté d'entrepreneurs émergents. Et l'idée est née à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire en Afrique. Capitale économique. Capitale économique. Donc l'idée, c'était en fait finalement, puisqu'on n'avait pas d'écosystème assez mature, de en fait créer une communauté de personnes avec une grande ambition et passionnées par l'univers des startups. Et on s'est dit, si on l'a fait en Côte d'Ivoire pendant 3 ans, pourquoi pas l'exporter à l'international? Parce que finalement, quand on regarde la plupart des initiatives aujourd'hui dans le domaine des startups, c'est des initiatives américaines ou françaises ou de d'autres pôles du Nord qui viennent dans le Sud. Mais finalement, il n'y a jamais quelque chose de bon qui vient du Sud vers le Nord. Alors justement, vous êtes venu ici à Paris pour trouver un écosystème plus favorable parce que votre projet de borne Wi-Fi gratuit pour tous en Côte d'Ivoire n'arrivait pas à trouver des financements, n'arrivait pas à être, comme on dit, implémenté en mauvais français. Oui et non. En fait, on a quand même eu le soutien du gouvernement de la Côte d'Ivoire parce qu'on a été primé, on a eu un prix qui s'appelle ici 2014. Mais le véritable problème, parce que on s'est rendu compte aujourd'hui du véritable problème des écosystèmes start-up en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, c'est un problème en fait d'accompagnement et d'éducation entrepreneuriale. Parce que bien vrai qu'on avait un peu de financement, on n'avait pas assez d'encadrement pour pouvoir développer notre activité à l'international et c'est pour ça qu'on est venu ici en France. Alors Basseli Yorebi, une question d'un fan de la page Facebook, Gildas Christian. Il nous dit comment on fait pour permettre l'accès Internet aux populations des zones les plus reculées d'Afrique où la connexion Internet est quasiment impossible. Alors, mais pour faire ça, il faut un modèle. Et nous, on a trouvé le modèle. Le meilleur modèle, c'est de en fait mettre en relation des annonceurs et ces personnes qui n'ont pas accès à Internet. En fait, c'est une application sur les téléphones portables qui permettrait en fait aux annonceurs de se dire, OK, nous, on donne gratuitement
accès à Internet aux populations reculées, mais que derrière, ces populations puissent consommer nos publicités. Et derrière, c'est un commerce quand même équitable parce que les populations reçoivent Internet gratuitement et en même temps, ces annonceurs peuvent passer la publicité. J'ai une autre question de Moustapha Ngolo Traoré, toujours sur Facebook. Il vous demande comment on fait pour réaliser ce projet, quand est-ce qu'il pourra être réalisé, comment on fait pour mobiliser les fonds. Alors, nous, ce qu'on a fait finalement, on est venu ici en France, mais on était obligé de faire un pivot parce que en France, Internet, c'est pas vraiment un besoin à part la Creuse. Donc finalement, on s'est dit que dans notre modèle, puisqu'on parle de bons plans, on va faire de notre réseau ce qu'on appelle une marketplace de bons plans en particulier, et que derrière, en deuxième étape, puisqu'on a ainsi un marché de niche, on pourra en fait, avec une deuxième levée de fonds, à partir d'ici, bien sûr, se développer peut-être aux États-Unis et récupérer tous ces fonds-là avec les investisseurs américains et français et développer cette activité en Afrique, parce que c'est pas évident. Vous l'avez dit, vous avez l'impression que l'écosystème n'est pas bon en Côte d'Ivoire. Il manque de l'éducation, il manque des financements, des tuteurs, des banques aussi. Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer cet écosystème? Alors, très belle question. En fait, la mesure pour pouvoir développer un tel écosystème, en fait, d'abord, il faut qu'il y ait une initiative du gouvernement, une véritable initiative, et que finalement, on ne cherche pas à mettre en place un écosystème sans les acteurs qui connaissent ce que c'est les startups. Parce qu'une startup, c'est un état d'esprit. Parce que même en France, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne saisissent pas c'est quoi une startup. Donc l'idée, c'est d'abord fédérer tous les acteurs, banques, écoles, universités, et tous les acteurs, gouvernants, entrepreneurs aussi, à fort succès. Un exemple ici en France, on a Xavier Niel qui aujourd'hui encadre les jeunes. Donc récupérer ces gens qui ont déjà réussi dans le domaine des startups et pour transmettre ce que les anglophones parlent de retour à l'envoyeur, c'est-à-dire transmettre cette connaissance-là à la jeunesse. Parce que sans ces acteurs que j'ai cités, on ne peut pas développer un écosystème. Très brièvement, on voit ça et là plein d'initiatives en Afrique, mais on a l'impression que c'est à chaque fois des initiatives isolées, que ça manque de coordination. C'est le sentiment que vous avez aussi? Mais bien sûr, parce que on parle beaucoup de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est pas l'Afrique, c'est les Afriques. Parce que quand on quitte l'Amérique, quand on quitte l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Sud, on passe de l'Afrique arabophone à l'Afrique lusophone, hispanophone et l'Afrique anglophone et francophone. Il y a une grosse disparité. Donc, c'est normal que quand des initiatives comme le iHub au Kenya se lancent et qu'on finance des start-upers kenyans et que ces start-upers se retrouvent aujourd'hui à la Silicon Valley pour développer les start-up et que de l'autre côté, quand nous, par exemple, parce que ça a été le cas, on a postulé pour ces gens d'incubateurs. Même à côté, au Ghana, il y a un incubateur comme ça, ça s'appelle Melwater. On a dit, voilà, nous, on voudrait bénéficier de votre accompagnement puisque c'est un pays voisin. On n'a pas bénéficié parce que nous, on parlait français. Nous, on dit, écoutez, vous parlez français, nous, on est focus que sur les entreprises anglophones parce que ces entreprises ont le mindset qu'il faut. Et bien donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il faudrait une initiative francophone, une initiative de la francophonie pour aider donc ces jeunes entrepreneurs. Merci à Basseli Yorebi d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous. Et on va se quitter justement, Basseli, avec une image qui va vous plaire. Une nouveauté, la nouvelle tablette congolaise a été lancée, elle s'appelle VMK Elikia HD. Elle est l'œuvre bien sûr de l'entrepreneur congolais Véron Mankou. Technologie, design, selon le président directeur général de VMK, eh bien cette tablette n'a rien à envier à celle d'une grande marque. Son prix en revanche de 99 francs CFA est beaucoup plus bas que les tablettes japonaises ou américaines. Une précision cependant, cette tablette n'est pas sortie des usines VMK de Brazzaville qui connaissent des difficultés qui sont momentanément à l'arrêt et elle est un petit peu plus chère que ce que je vous ai indiqué, 99 999 francs CFA. Voilà, on y est arrivé. C'est la fin de votre journal Afrique. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.